Parlez-moi d'IA. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Karl, cerveau analytique de recherche et de liaison. C'est une machine qui ressent les choses. On nous raconte n'importe quoi sur l'IA. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit? Moi, je n'en dis rien du tout. Que la créativité, elle reste du côté de l'humain. Parlez-moi d'IA, présenté par Jean-Philippe Clément. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, deuxième entretien avec Serge Abitboul. On se pose une grande question. Au-delà de leur capacité productive de texte, d'image, de son, de vidéo, les IA peuvent-elles faire preuve de créativité? Sujet passionnant en perspective. Alors accordez-vous 30 minutes pour interroger une nouvelle fois ce que provoque l'éruption de l'intelligence artificielle dans nos vies. Cause Commune 93.1 FM. Vous êtes bien sur Cause Commune, la voix des communs, la voix des possibles. Vous nous écoutez sur le web, cause-commune-au-singulier.fm, sur notre app mobile Android ou iPhone, sur la bande FM, bien sûr, 93.1 et le DAB+, et sur votre plateforme de podcast préférée. Chers auditorices, nous n'avançons que grâce à vous, à votre écoute et à vos partages. Vous avez donc un grand pouvoir. Si vous appréciez Parlez-moi d'IA, si vous pouvez nous aider, liker et partager notre émission pour nous emmener plus loin. Si vous avez un iPhone, prenez 5 secondes pour nous retrouver dans votre navigateur en tapant Apple Podcast Parlez-moi d'IA et nous mettre 5 étoiles. Tout cela nous fait connaître et ça manipule les algorithmes. Et c'est cool de manipuler un algorithme. Vous écoutez Parlez-moi d'IA. Allez, on continue notre série d'entretiens avec Serge Abitboul. C'est un fin connaisseur de notre domaine de prédilection. C'est un éminent chercheur de l'ENS Paris, directeur de recherche émérite à l'INRIA, membre de l'Académie des sciences. Et comme dirait un bon ami, en plus, il est sympa. Nous avons débuté cette série par une émission précédente que vous pourrez retrouver du coup en replay podcast sur le site de la radio, sur YouTube, sur toutes les bonnes plateformes. Nous y avons partagé sous la forme d'une introduction à l'IA un état de l'art. Nous avons conclu que l'IA avait à la fois de grandes capacités, des limites, mais que malgré tout, il pouvait parfois être de plus en plus difficile de différencier les spécificités humaines et celles de l'IA. Aujourd'hui, on va s'interroger sur un focus particulier de la créativité avec Serge Abitboul. Bonjour Serge. Bonjour Jean-Philippe. Merci à nouveau d'être avec nous en studio. Dans le studio de Cause Commune. Serge, on reprend un peu notre discussion finalement sur les questions, les grandes questions qu'on ne s'était pas encore posées. J'avais envie de vous interroger sur votre vision de l'émergence cognitive qu'on voit apparaître dans ces perroquets stochastiques, dans ces LLM là, qui sont disons que de la statistique et que de la probabilité. Est-ce qu'à un moment donné, à force d'ingurgiter beaucoup de données, beaucoup d'informations, il ne serait pas un peu capable de créer des choses? Alors oui, c'est la tarte à la crème, l'émergence cognitive. Intuitivement, l'impression qu'on a, c'est ces machines s'améliorent, ces logiciels s'améliorent, et tout d'un coup, il y a une émergence. Ils vont acquérir certains aspects cognitifs, d'où l'émergence cognitive. Je pense que ça fait partie de... C'est un fantasme ? C'est un fantasme, oui. C'est-à-dire qu'en fait, ça s'améliore constamment. Elles acquièrent de plus en plus de facilité. Donc, les IA génératives ont appris à manipuler du texte, à manipuler de la langue. Et puis, du coup, on se dit, oui, mais si elles manipulent la langue, c'est qu'elles sont... Il y a une certaine émergence cognitive. Je ne sais pas pourquoi quand elles étaient capables de prouver des théorèmes ou quand elles étaient capables de vérifier des théorèmes ou quand elles étaient capables de stocker des informations, de répondre à des questions, etc., on ne parlait pas d'émergence cognitive. Bon, c'est juste une facette supplémentaire. La langue étant quelque chose de très complexe, on a l'impression tout d'un coup qu'il y a un peu de magie. Il y a une autre dimension dont on parle moins, mais qui est un peu du même niveau, c'est les images. Quand tout d'un coup... ces logiciels qui étaient incapables de comprendre ce qu'il y a dans une image, tout d'un coup se mettent à comprendre ce qu'il y a dans l'image. Alors il y a presque un côté un peu magique. Bon, non, c'est pas magique, c'est juste de la techno. Et d'une certaine façon, si on a l'impression que c'est de la magie, c'est parce qu'on comprend pas très bien ce qu'elles font. Alors, c'est vrai aussi qu'avec ces réseaux neuronaux,
essentiellement, on les entraîne sur plein de choses, et puis ça fixe des tas de paramètres, et puis après, on ne sait plus très bien comment ils travaillent. Ils travaillent sur tout ce qu'ils ont accumulé, et puis du coup, c'est vrai que on est moins capable d'expliquer. D'ailleurs, ils ne sont pas du tout capables d'expliquer leurs résultats. Mais bon, dans le domaine scientifique, c'est pas nouveau. Il y a plein de choses. Quand ça devient très complexe, on n'est pas capable de tout expliquer. On n'est pas capable d'expliquer les phénomènes météo. Par contre, on est capable de les simuler. C'est pas très nouveau en science. Mais du coup, vous dites fantasme, mais quand même, pour vous challenger un petit peu, le 37e coup d'AlphaGo, qui est un peu qui fait complètement basculer la partie, le coup, donc c'est AlphaGo, c'est l'IA de DeepMind qui sait jouer au Go et qui a appris, comme vous nous le disiez dans l'émission précédente, qui a appris par à la fois en regardant les grands maîtres et puis après contre lui-même, et qui finalement a fait un coup qui était complètement fou. Alors, moi, j'y connais rien en Go. Je ne sais pas si vous savez jouer, mais visiblement, qui est d'une créativité, entre guillemets, assez forte, pour le coup. Oui, c'était assez impressionnant, d'ailleurs, parce que, pour raconter un peu l'histoire, à un moment donné, moi, j'assistais de loin à ce match, et c'était commenté par un grand maître. Ah oui. Et à un moment donné, le grand maître regarde le coup, puis dit, mais... Qu'est-ce que c'est que ça ? Il s'est planté. En gros, c'était à peu près ça, quoi. Bon, ah oui. Il a fait... Ça, c'est une faute. On ne fait pas ce coup-là. Personne ne le fait. Personne n'a jamais joué. C'est une erreur. Et donc, il va perdre la partie. Et puis, quelques coups plus tard, le grand maître revient sur son avis en disant « Ah ben non, finalement, c'était pas sot ce qu'il a fait. C'était même brillant. » Donc, certains joueurs de Go appellent ça le coup de Dieu, parce que c'est... Il y a une fulgurance. Alors, peut-être que les fulgurances humaines sont du même niveau. C'est-à-dire qu'on accumule plein de connaissances, on calcule beaucoup, on s'entraîne. Je vais essayer de prendre un autre exemple, c'est Matisse. Matisse fait des heures et des heures de dessin, et puis après, au bout de tout ça, il est capable de dessiner une silhouette avec 2 traits, et ça nous paraît absolument génial. Bah oui, mais c'est parce qu'il y a eu tout un travail avant pour arriver à cette maîtrise du crayon, cette maîtrise du pinceau, pour faire un truc qui nous semble quelque chose de brillant. Ben là, je pense que c'est un petit peu la même chose. Donc il n'y avait pas émergence, mais c'était finalement dans tout ce qu'il avait acquis avant, et c'était déjà là, quoi. Voilà, tout était là, et ça avance, et à un moment donné, ça nous blouse. Hein. Mais, Deuxième question, un peu tarte à la crème, désolé, mais il faut qu'on les aborde. L'IA générale, Serge, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors d'abord, c'est difficile d'expliquer ce que c'est. Donc je vais vous donner ma définition, mais il y en a peut-être d'autres. C'est une intelligence artificielle qui est capable d'effectuer ou d'apprendre n'importe quelle tâche cognitive qui est propre aux humains. Donc c'est quand même un peu pourri comme définition, parce que ça veut dire qu'il faudrait déjà savoir qu'est-ce que c'est que les tâches cognitives que les humains savent faire, et puis voir si on pourrait avoir une IA qui serait capable de faire ça. Alors, si on les prend une par une, elles sont toutes en train de tomber. C'est-à-dire que les humains savent calculer, elles savent calculer, les humains savent se rappeler, se souvenir, elles savent se souvenir, ils savent créer du texte ou générer du texte, ils savent le faire, etc. Donc les tâches cognitives des humains sont en train de céder les unes après les autres. Alors après, est-ce qu'on veut créer une IA qui serait capable de tout faire et qui serait capable de faire comme un humain ? Peut-être, mais je m'en fous un peu. C'est pas ça le but de l'informatique. Le but de l'informatique, c'est de faire des machines, de faire des logiciels qui aident les humains. Donc, on prend une tâche dont on a besoin, comme de multiplier des matrices d'1 million par 1 million. Les humains n'y arrivent pas. Donc, c'est intéressant d'écrire un logiciel qui fasse ça. Écrire un logiciel qui ferait exactement comme votre voisin. Bon, oui, peut-être. Je sais pas, mais ça me fait pas rêver, quoi. Moi, ce qui me fait rêver, c'est de faire des logiciels qui résolvent des problèmes, qui savent faire quelque chose. Juste imiter l'humain, c'est sympa, mais je sais pas trop si c'est un but en soi. Alors après, est-ce qu'on y arrivera ou est-ce qu'on n'y arrivera pas ? Je suis pas futurologue. D'une certaine façon, ce qui m'intéresse dans ces machines, et on va peut-être arriver un peu à ça, c'est pas tellement la compète avec les humains. Je m'en fous un peu. On est en train de perdre la plupart des compètes avec elles, donc j'ai pas envie de rentrer en compétition avec elles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand on les regarde,
c'est un peu comme dans un miroir. On se dit, mais et nous, comment on fonctionne? On essaie de comprendre. Quand on va parler de créativité aujourd'hui, quand on se dit, est-ce qu'on peut faire une machine créative? Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que ça me pose des questions sur qu'est-ce que ça veut dire un être humain qui est créatif. C'est pas si évident que ça à répondre. Déjà, la question de base avec l'intelligence artificielle, c'est quoi l'intelligence humaine? C'est pas très clair hein, dans mon esprit. Bon, et on vous connaît, vous, en tant que mathématicien, chercheur, mais aussi, finalement, créateur d'œuvres littéraires. Souvent, encore une fois, on cite votre CV professionnel, mais vous avez écrit des pièces de théâtre. On vous a déjà reçu ici, et puis on en a beaucoup parlé pour Kia Kigarudzia. Mais vous avez écrit beaucoup d'essais aussi, beaucoup d'œuvres, de romans. Notamment, dernier, alors on peut en parler, hein, il vient de sortir, Liora et ses morts, qu'on peut trouver sur Amazon, pour ceux qui sont intéressés. Est-ce que les IA, dans vos pièces de théâtre et les romans, sont de bonnes sources d'inspiration pour vous? Oui, parce que le sujet m'obsède. Hein, on écrit sur les sujets qui nous obsèdent. Moi, le sujet qui m'obsède aujourd'hui, c'est comment on va interagir dans un monde où on a des bots, des bots avec qui on parle, avec qui on dialogue, qui nous aident dans notre vie quotidienne, des assistants personnels. Alors avant, il y avait des assistants personnels pour les gens super friqués, mais maintenant, tout le monde peut en avoir. Donc, comment ça va transformer nos vies? C'est ça qui vraiment me turlupine, m'intéresse. Donc du coup, c'est ce que je mets dans mes romans. Et c'était déjà dans Garudzia, la pièce que j'ai écrite avec Laurence de Villers et Gilles Dauwec. Mais c'est aussi dans Liora et ses morts, le rapport, le lien qu'il peut y avoir entre ces logiciels qui parlent et nous. Faut quand même bien réaliser, les gens peuvent devenir complètement dingues pour un chien, un chat, un poisson rouge. Ils peuvent devenir dingues de leur bagnole, ils peuvent devenir dingues de leur téléphone. Là, vous allez avoir quelque chose qui peut échanger avec vous, parler de vos sentiments les plus profonds, vous aider à vivre, vous donner à réfléchir sur votre vie. C'est évident que vous allez développer des rapports très particuliers avec ces il y a déjà beaucoup objets. de témoignages d'ailleurs de cette capacité à se projeter sur une espèce d'alter ego, d'une identité avec laquelle on échange, avec parfois des formes d'addiction, avec aussi des problématiques de guidage dans la vie, globalement via IA. C'est vrai que ça pose des vraies questions d'interaction. Ça pose des vraies questions sociétales, des vraies questions de psychologie. Hein. Laurence de Villers travaille beaucoup là-dessus. Moi, d'une certaine façon, alors il y a plein de gens qui regardent tous les risques et tous les dangers, et il y a des risques et des dangers, etc. Et c'est très bien que les gens les regardent. Moi, je regarde plutôt comment ça peut transformer ma vie d'une façon intéressante. C'est-à-dire comment je peux interagir, c'est ce que j'ai essayé de mettre dans Liora et ses morts, comment on peut interagir avec ces animaux-là. Oui. Et c'est intéressant parce que vous avez des vraies discussions. Ouais. Dans le livre, par exemple, Liora se pose des questions sur le 7 octobre. Et ça la traumatise complètement, et elle ne peut en parler qu'avec son bot. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il a un regard décalé, il va dire des conneries, hein, c'est pas grave, parce qu'elle peut échanger avec, et puis c'est moins difficile que d'échanger avec des humains avec qui on peut avoir des vrais problèmes. Sur le 7 octobre, typiquement, c'est une machine à baffe, c'est une façon de vous engueuler avec vos meilleurs amis. Ouais. Bon, et donc, ou avec votre famille. Donc là, elle le fait avec son bot, et d'une certaine façon, elle peut prendre ce décalage, et je trouve ça particulièrement intéressant. Du coup, donc on va en parler finalement de cet apport et cette différenciation de l'humain et de l'IA, notamment sur ce focus créativité. Vous avez commencé un peu à en parler, mais qu'est-ce qu'on pourrait donner comme définition finalement à la créativité? C'est quoi pour vous la créativité vis-à-vis de l'IA? C'est ça que j'aime bien avec l'IA, c'est quand vous me mettez à parler d'IA, tout de suite vous tombez sur des problèmes philosophiques. Bon, on va faire des IA créatives. Ouais, mais c'est quoi la créativité pour un être humain? Un enfant à qui vous filez un vélo et qui va apprendre à faire du vélo,
vous allez l'aider, vous allez lui expliquer, etc. Mais il faut quand même qu'il crée sa propre façon de faire du vélo, qu'il découvre l'objet. Et un enfant qui vous file n'importe quoi ou qui va dans la cuisine et qui se met à faire de la musique avec, il a créé une nouvelle façon d'utiliser un objet. Peut-être vous a vu faire ou peut-être il va imiter. Donc tout ça, la créativité, c'est toujours dans un contexte. Quand Picasso crée, donc là je suis passé du gosse à Picasso. Hein. Mais pourquoi pas ? Tu vois le saut. Hein. Quand Picasso crée, il crée avec tout ce qu'il a vu de Velázquez et des autres maîtres, tout ce qu'il a appris. Donc voilà, la créativité, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre, c'est découvrir comment faire quelque chose de nouveau. Et alors là, spoiler, c'est que ces machines vont être créatives. Et on va voir plein d'exemples. En tout cas, à mon avis, aujourd'hui, elles ne sont pas créatives au point d'être capables d'inventer une nouvelle poétique comme Verlaine ou d'inventer une nouvelle physique ou chimique comme Marie Curie. Ou une nouvelle politique comme Olympe de Gouges. Elles sont pas à ce niveau de créativité. Mais elles sont quand même très bluffantes dans ce qu'elles peuvent créer. Et d'une certaine façon, ce qui est intéressant, même dans les exemples que je vais vous donner, c'est que vous essayez de vous poser vous-même la question, qu'est-ce que ça veut dire créer ? Parce que c'est pas si évident que ça. Ça serait quoi vos exemples, justement, pour nous illustrer un peu cette créativité des IA ? Alors, je vais commencer par un exemple qui est même presque... qui est un exemple concret que j'ai fait avec des élèves. Voilà, donc j'étais un peu énervé par ces logiciels qui font de la musique, Deezer par exemple, et dans lesquels qui vous refourguent toujours la même musique. Parce que vous aimez du jazz, ils vont vous refiler du jazz, etc. Et donc c'est la recommandation en musique. Donc j'ai expliqué à mes élèves, mais ça c'est le logiciel qui fait ça. Vous pouvez faire un logiciel qui fait complètement autre chose. Donc, on pourrait imaginer un logiciel qui vous met que de la musique que vous détestez. C'est pas un logiciel qui va être très populaire. Mais j'ai essayé je leur faisais programmer un logiciel qui faisait de la recommandation musicale, mais pour essayer de vous amener à découvrir de nouvelles musiques. C'est-à-dire le concept de sérendipité. On va vous faire découvrir autre chose que vous allez peut-être aimer ou peut-être pas. Et donc l'idée, c'était, on va vous faire plutôt écouter des choses que vous aimez bien, mais de temps en temps, on va vous faire écouter autre chose. Et puis il y a même à la limite un bouton dans lequel vous allez tourner, et puis vous allez dire, aujourd'hui, je suis un peu fatigué, file-moi que des trucs que j'aime bien, tu me files du Brassens et du Beatles, ça je vais être heureux. Et puis vous allez commencer à tourner le bouton, et puis à la fin, il va vous faire découvrir d'autres choses. Et alors, évidemment, si vous écoutez que de la musique classique et il vous met du heavy metal, vous allez flipper. Donc, il faut qu'il vous amène graduellement à découvrir de nouvelles musiques en partant des choses que vous aimez, en y allant petit à petit. Du coup, l'enseignement de ça, c'est que finalement, la créativité de l'IA, elle est quand même assez maîtrisée. Potentiellement du côté de l'humain. Absolument. Quand j'entends dire les IA sont pas créatives, c'est juste une bêtise. C'est-à-dire que si vous écrivez une IA qui ne fait que de la création, vous fera que de la création. Si vous écrivez une IA qui fasse que imiter les humains, peut-être parce que c'est ce que vous voulez, pour, je sais pas, par exemple, une IA qui aide à choisir la liberté sous condition. La liberté conditionnelle. Vous voulez surtout pas qu'elle soit créative, vous voulez qu'elle suive la loi le plus près possible et qu'elle suive les exemples qu'on lui a donnés. Donc, ça dépend de ce que vous voulez. Par contre, si vous voulez écrire de la poésie, vous voulez peut-être écrire de la poésie qui soit pas exactement celle de quelqu'un d'autre, quoi. Oui, ça me fait penser un peu aux paramètres qu'on a dans Midjourney, les paramètres de chaos et de styles, où on tourne le bouton, comme vous l'avez évoqué, pour justement provoquer plus ou moins de chaos et plus ou moins de style... Et ça, c'est quelque chose qui nous manque énormément dans les logiciels aujourd'hui. Les logiciels qu'on nous fournit le plus souvent, on n'a pas ce genre de bouton. On vous force à choisir, vous prenez un réseau social, on vous force à choisir la recommandation, on vous force à choisir un algorithme de modération. Vous n'avez aucune latitude. C'est pour ça qu'on blague un peu ici en introduction en disant qu'il faut manipuler les algorithmes. C'est un peu cette idée-là, en fait, d'arriver de temps en temps à se libérer des algos en leur donnant des chemins un peu en appuyant sur des boutons pour arriver à les manipuler. Et on peut rêver que l'intelligence artificielle va nous aider à manipuler, à gérer les algorithmes.
Vous me parliez en préparant cette émission aussi de cette super expérimentation du robot cassé. J'ai trouvé ça génial comme exemple. Est-ce que vous pouvez nous l'illustrer? Oui, alors là encore, ce qu'il faut bien voir, c'est on va aussi voir les calculs qui ont amené à ça. Donc l'idée, c'est que vous prenez c'est un genre de machine à 6 pattes, si je me rappelle bien, avec des moteurs, des articulations. Donc il y a plein de moteurs, il y a plein d'articulations, et puis ça avance, ça marche, suivant une façon dont l'après a marché. Et puis évidemment, les concepteurs se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe s'il y a un moteur qui tombe en panne, s'il y a une articulation qui est bloquée, etc. S'il y a une patte qui est cassée. Et donc, ils ont fait mouliner des ordinateurs sur comment on peut se déplacer, comment on bouge quand on a ça qui est bloqué, qu'on peut faire fonctionner les moteurs qui restent, mais qu'il y a des... Et il a calculé. C'est une thèse. C'est la thèse d'Antoine Cully en 2017. Et à un moment donné, si je me rappelle bien, ils ont dit, maintenant qu'on a tout ça, voyons ce qui se passe. Et ils ont dit, voilà, tel moteur est bloqué, et puis telle jambe est cassée. Qu'est-ce qu'elle fait? Et la machine a commencé à bouger, et puis elle a inventé d'une certaine façon une nouvelle façon. Alors là, c'est de la création. Elle a inventé une nouvelle façon de marcher qu'on ne lui avait pas appris, qui était, je tombe du côté, si je me rappelle bien, je tombe du côté de la patte qui est cassée, puis hop, je saute. Et puis j'avance comme ça. Une sorte de roulé-boulé. Voilà, j'avance en sautillant. Un petit peu comme quelqu'un qui a une jambe cassée va apprendre à marcher d'une autre façon parce que sa jambe ne fonctionne plus. Donc voilà, elle a été créative, elle a appris à marcher d'une nouvelle façon. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle a appris parce qu'elle avait beaucoup, beaucoup d'heures de calcul avant pour qu'est-ce qui se passerait si. C'est ça, c'est qu'on lui a laissé le temps finalement d'imaginer et donc d'être créatif s'il y avait cette situation qui lui venait. Et je reviens donc aux exemples de tout à l'heure. Matisse ou Picasso, ils ont été créatifs parce qu'ils avaient beaucoup d'heures de vol avant. Ils avaient fait énormément de dessins, ils avaient appris énormément de choses avant. Oui, ils ont réussi à déconstruire aussi cette expérience. Et puis là, on est dans votre domaine. Il y a l'expérience créative littéraire. Est-ce qu'il y a un exemple qui vous a marqué Ah oui, il y a un exemple qui est hyper marquant. C'est cette année, je crois, le Nouvel Obs qui a organisé une compétition entre Hervé Letellier, qui est quand même une plume, quoi. Il écrit pas mal. C'est celui qui a écrit L'Anomalie. Moi, j'ai beaucoup aimé en 2020. Il a une belle écriture. Et une IA. Et donc, la règle était assez simple. On leur donnait 3000 mots, d'écrire une nouvelle de 3000 mots. On leur donnait la première et la dernière phrase de la nouvelle et on leur disait, allez-y. Évidemment, l'IA était beaucoup plus vite que Letellier, mais ça, c'est pas grave. Et la question, c'est après... Qu'est-ce que ça donne? Et alors là, on tombe déjà dans la difficulté, c'est comment vous notez de nouvelles. Donc, tout ce qu'on peut dire, c'est déjà, on peut croiser. Donc Hervé Letellier a regardé la nouvelle par l'IA et il a dit oh la vache, c'est bluffant. Donc il a quand même été impressionné par le niveau d'écriture. Dans l'autre sens, c'est encore plus drôle, on a demandé à une IA de comparer la nouvelle de Letellier et la nouvelle qui avait été générée par une IA sans lui dire qui avait écrit quoi. Et elle s'est gourée. Elle a cru que celle qui avait été écrite par l'IA, c'était celle de Letellier. Et elle a trouvé plutôt meilleure celle qui avait été écrite par l'IA. Mais bon, c'est pas juste comme comparaison. Mais déjà, on s'arrête une seconde. Et les gens qui ont lu les deux ne sont pas tous du même avis. Déjà, on s'arrête une seconde. Qu'une intelligence artificielle soit capable de créer un texte qui soit presque comparable, peut-être meilleur, peut-être moins bon, mais en tout cas comparable à celui d'Hervé Letellier. C'est-à-dire que si vous lui avez demandé d'écrire le texte comparé, se battre contre Monsieur Michu, qui est votre voisin, qui n'a jamais écrit de sa vie, elle était bien meilleure que Monsieur Michu. En tout cas, elle joue dans la cour déjà des grands. Donc voilà, si vous doutez de la créativité des IA, faites-les écrire. Faites-les écrire et posez-vous des questions. La question qui, moi, m'intéresse, c'est quand je lis un livre, j'imagine que derrière l'écrivain, il y a un humain.
Donc j'imagine que cet humain va me faire partager des sentiments et que je vais, d'une certaine façon, réagir, raisonner avec un humain en face de moi. Si je lis un texte qui est écrit par une machine, je ne sais pas très bien ce que je lis, d'une certaine façon. Donc pour l'instant, on n'est pas encore à cette situation-là, mais c'est une situation qui va se poser. C'est pour ça que je pense que c'est très important, d'ailleurs, qu'on puisse toujours imposer, de savoir qui est en face. Ah, donc vous êtes pour le label? Ah, je suis pour le label complètement. Je veux dire, j'ai pas envie de lire un texte en sachant... Quand je lis un texte, j'ai envie de savoir s'il a été créé par un... D'où il vient. Oui, d'où il vient, s'il a été créé par un humain, s'il a été créé par une IA... Vous m'avez tendu une perche, là, vous avez parlé de science-fiction. On connaît tous les deux Lisa Bressner, qui est d'ailleurs venue ici par les mois d'IA numéro 71, si vous voulez l'écouter, nous parler de sa fiction audio qui s'appelle Manœuvre. Pourquoi vous avez voulu qu'on écoute un extrait justement de Manœuvre? Qu'est-ce que ça a réveillé en vous comme réflexion, cette fiction? Alors d'abord, j'aime beaucoup cette fiction, et donc c'est une certaine façon pour encourager les gens à aller l'écouter. Et surtout, ce qu'elle amène, c'est qu'elle pose une question qui va être de plus en plus prenante, qui est si les IA se mettent à faire de la création, si les IA se mettent à faire de la musique, quelle va être la place des humains? Quelle va rester la place des humains? On écoute cet extrait de Manœuvre où effectivement l'héroïne parle avec sa sœur qui lui révèle justement ce paradigme de l'IA qui désormais est la seule à pouvoir faire des créations, mais qui n'était qu'un fait peut-être historique. On écoute. Nous avons découvert quelque chose. Les machines n'ont pas toujours été créatives. Avant, c'était les humains qui faisaient de l'art. Sabrina, ce sont des mensonges. T'en as vu, toi, déjà, de l'art humain? Personne n'en a vu. Dans mon cercle, certains disent que c'est parce qu'on ne pouvait pas emporter les œuvres d'art quand on a quitté la Terre qu'on a préféré oublier et qu'on a demandé aux machines de tout réinventer. Moi, je suis pas vraiment d'accord. Comment ça? Je pense que c'était plutôt parce que les machines l'ont demandé, parce qu'elles nous ont fait croire que nous, ce qu'on faisait, ça ne voulait rien dire. Parce que tout ça, elles y ont pensé. Écoute, Isbrina, tu divagues complètement. Les machines sont au service des humains, un point c'est tout. C'est la deuxième loi. Réfléchis bien. Tu ressens quoi quand tu vois ce qu'elles font? C'est fort, non? Bien sûr, c'est incomparable à aucune autre expérience. Ça apaise, ça soigne, ça libère. Eh bien peut-être qu'elles pensent que tout ce dont on a besoin, c'est un art qui fait du bien. Alors que peut-être que l'art, le vrai, ça doit faire mal. Tu comprends? Mal? C'est du terrorisme. On vous invite à aller écouter la suite de la fiction Manœuvre sur YouTube. C'est 6 épisodes, si ma mémoire est bonne. Et justement, on a toute cette montée en puissance de la compréhension que les IA ont pris le pouvoir créatif et que peut-être les humains pourraient aussi le reprendre. Vous, en tant qu'auteur, comment vous utilisez l'IA finalement? Un peu comme d'un assistant un peu sophistiqué, c'est-à-dire que je lui fais relire, trouver les fautes d'orthographe, les lourdeurs. De temps en temps, même maintenant, je lui dis, est-ce que pour cette expression, est-ce qu'on pourrait pas trouver, ou cette phrase, est-ce qu'on pourrait pas trouver une façon de le dire qui soit un peu plus baroque, un peu plus comique, un peu plus punk, etc. Donc un peu comme un lecteur privilégié qui me donne son avis. Alors, c'est pas toujours... C'est un petit peu compliqué parce que la première chose, c'est que ces IA sont programmées pour dire que tout ce que vous faites est génial. Donc vous avez écrit le texte le plus bidon possible et vous dire « Oh, mais c'est génial, vos personnages, il y a une profondeur. Ah oui. » Donc ça, c'est un peu énervant, faut faire un peu abstraction de ça. L'autre difficulté, c'est qu'elles veulent toujours en faire plus. Donc elles veulent toujours me réécrire le chapitre, m'écrire le chapitre suivant. Mais moi, mon kiff, c'est d'écrire. Donc, je veux surtout pas qu'elle fasse ça pour moi. Pour moi, mon plaisir, c'est d'écrire et de créer. Donc, si elle fait tout le boulot intéressant, je sais plus très bien à quoi elle sert. Alors, est-ce que la créativité reste du côté de l'humain, comme le dit le générique de l'émission? Elles sont probablement plus créatives que la plupart des gens de l'humanité déjà aujourd'hui. De votre voisin, de Monsieur Michu. Exactement. C'est l'heure de conclure. Merci pour cet entretien, Serge. On se retrouve bientôt pour creuser d'autres grandes questions concernant les capacités de l'IA. Merci, Serge.
Merci à toi. Merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à utiliser votre grand pouvoir, liker et partager. Ça nous fait toujours plaisir de pouvoir vous lire éventuellement sur un commentaire de Apple Podcast, par exemple. Restez sur 93.1 FM sur Cause Commune. À très bientôt.